présentation intitulée « Dans le désert des villes, friches, ruines et espaces abandonnés en Europe et aux États-Unis », surtout aux États-Unis d'ailleurs, avec Aude Le Gallou à ma droite et moi-même Florence Nussbaum. Alors autant vous le dire tout de suite, les déserts urbains ça n'existe pas. Mais vous pouvez rester quand même, on a préparé 1 heure de présentation pour vous expliquer un peu pourquoi ça n'existe pas. Mais pourquoi cette image du désert peut être intéressante à explorer. Et on prendra 1 demi-heure de questions et d'échanges avec la salle à la fin. Donc pourquoi s'intéresser au désert s'il n'existe pas dans les villes? Parce que donc, Aude et moi-même, dans le cadre de notre thèse, Aude sur la valorisation touristique des friches et des ruines à Berlin et Détroit, et moi sur le délaissement résidentiel à Chicago et à Houston, on s'est toutes les deux retrouvées confrontées à des quartiers en déclin, à des territoires délaissés. Et ces territoires, c'est des territoires pour lesquels cette image du désert, elle est souvent convoquée. Des villes fantômes, des zones, des no man's land, etc. Et donc, on a décidé d'explorer le sens métaphorique de cette notion de désert en géographe, pour essayer de réfléchir à ce que cette métaphore pouvait apporter à la compréhension des espaces urbains. Et donc, on va s'intéresser dans cette présentation à la fois aux représentations qui sont associées à ces déserts, à la dimension symbolique du désert dans ces territoires. Ensuite, on abordera les formes d'appropriation spécifiques de ces déserts qui ne sont pas vides, loin de là. Et enfin, on s'intéressera à la dimension politique de cette métaphore qui exprime et nourrit des rapports de pouvoir dans les espaces urbains. Donc je vais d'abord laisser la parole à Aude pour la première partie sur une tentative de définition des déserts urbains par les représentations. Alors l'objectif de cette première partie, ça va être de comprendre en fait comment certains espaces urbains sont construits dans les représentations comme des déserts. Et ces représentations des espaces en tant que déserts, ça va avoir des conséquences matérielles et symboliques, conséquences qu'on va plutôt aborder dans la troisième partie. Donc là, je vais vraiment m'intéresser à la question des représentations et des imaginaires, et on s'est dit que la meilleure façon de vous faire entrer avec nous dans ces déserts urbains, c'était de vous proposer quelques photos. Donc on ne va pas commenter une à une parce que ce serait un petit peu long, mais c'est pour vous donner un petit aperçu de ce à quoi peuvent ressembler ces espaces qui sont parfois qualifiés de déserts. Donc on est ici à Détroit, ici encore à Détroit, là aussi, là encore, donc là pour si vous connaissez un petit peu ce genre d'espace, c'est l'immense usine Packard abandonnée, ancienne usine automobile. Et on passe ensuite au terrain de Florence, donc à Philadelphie ici, à Chicago, donc vue aérienne de ce que ça donne ces déserts urbains, à Chicago encore, et enfin à Houston. Donc avant de préciser un peu les caractéristiques de ces espaces et de préciser ce qui est en fait dans les représentations des déserts, je voudrais revenir rapidement sur le type de processus auquel ces paysages renvoient. On a là deux principales choses. On a d'abord un processus de décroissance urbaine, donc un processus multidimensionnel de décroissance qui se traduit notamment par une baisse de la population dans les villes concernées. Et donc là on a par exemple l'exemple de Détroit qui a perdu entre 1950 et 2020 plus de 60% de sa population. On a également, à une échelle un peu plus fine, des processus de déclin intra-urbains qui sont liés notamment à la désindustrialisation et, où ça dépend des cas, à la périurbanisation. Et là, on peut avoir par exemple les quartiers péricentraux des grandes villes états-uniennes, comme celle qu'a étudiée Florent, donc Houston, Chicago, Philadelphie par exemple, qui ne sont pas des villes en décroissance dans leur ensemble, mais qui, à une échelle plus fine, présentent des quartiers qui sont touchés par le déclin. Donc on a ici, dans cette présentation, dans tout ce qu'on va vous raconter, on a des déserts, avec les guillemets qui s'imposent, qui se présentent à des échelles variées. Donc on a de l'échelle micro-locale du quartier à l'échelle vraiment de la ville dans son ensemble, ou quasiment dans son ensemble, puisqu'on a quand même très souvent des petites poches qui restent des poches de croissance, même à Détroit. Ce
qui va nous intéresser maintenant, c'est la question des caractéristiques de ces espaces urbains, de ces déserts urbains. Qu'est-ce qui fait qu'un espace, dans les représentations, est perçu comme un désert? La première chose, c'est la faible densité du bâti, qui traduit aussi une faible densité de population, et pour être plus précise, il faudrait dire la moindre densité du bâti et de population, puisque en général, c'est pas une faible densité du bâti qui est initiale, mais c'est une faible densité du bâti consécutive à des dynamiques de déclin. Donc en général, on avait un bâti et une population beaucoup plus dense antérieurement. Donc pour vous illustrer ça, je vous ai mis ici une petite carte de Détroit où les parcelles en noir correspondent à des espaces vacants qui avant étaient des parcelles bâties. Donc c'est toutes les parcelles où on avait des bâtiments de nature diverse qui ont été abandonnés, puis démolis, et qui aujourd'hui sont des terrains vagues ou des zones d'herbe. Donc ça, c'est la première chose, la densité du bâti. Deuxième chose que vous avez pu voir sur les photos présentées juste avant, c'est la dégradation matérielle qui est liée à l'abandon ou au délaissement. Un troisième élément qu'on voit un petit peu sur les photos, mais c'est pas forcément ce qui saute le plus aux yeux sur celle qu'on vous a montrée ici, c'est le fait qu'on a souvent une reconquête de l'espace plus ou moins marquée, plus ou moins avancée, par les éléments naturels. Donc à la fois la végétation et de temps en temps aussi une faune dite sauvage. Et ça c'est intéressant parce que visuellement c'est quelque chose qui est assez marquant et assez populaire, et donc ça donne lieu à la publication d'un certain nombre de livres de photos qui sont vraiment centrés sur cette idée de la reconquête par les éléments naturels de ces espaces à l'abandon. Et donc là, je vous mets par exemple la couverture du livre Green Urbex qui est sorti l'année dernière, donc qui rend compte du travail du photographe Romain Veillon. Et enfin, dernier élément, et sur lequel je vais revenir juste après, c'est l'absence apparente d'êtres humains, ou en tout cas l'absence d'êtres humains sur les photos qui sont souvent utilisées pour montrer ces espaces, notamment dans le discours médiatique. Et ça va nous intéresser particulièrement, puisque cette absence d'êtres humains, c'est quelque chose qui est construit par les représentations, et qui, dans les faits, est beaucoup moins vrai, voire souvent pas vrai du tout. À ces espaces de désert sont souvent associés du coup des imaginaires collectifs, des ensembles de représentations qui sont fondés sur un motif qui est celui de la ville fantôme. Donc souvent dans les représentations on va plutôt parler de ville fantôme que de désert, mais ça renvoie vraiment à cette idée qu'on a des villes dont la population locale est absente. Et il y a deux principales modalités pour la rendre absente, cette population. Soit c'est vraiment l'invisibilisation, donc on va présenter ces espaces comme étant réellement des espaces vides, en ne mentionnant pas la population locale, et donc là ces espaces vont être présentés comme des fronts pionniers à conquérir ou à reconquérir. Un autre processus qui contribue à cette construction de ces espaces comme des déserts, c'est l'altérisation de la population locale, donc le fait de présenter la population locale comme une population autre, une population qui est radicalement différente de ce qu'on connaît, qui n'est pas familière. Donc ça, il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont travaillé sur cette question et qui montrent que dans les discours extérieurs sur Détroit, notamment, on a une utilisation de différentes figures qui renvoient à la monstruosité pour parler et de la ville et de ses habitants. Donc ces différentes figures, ça va être le zombie, le fantôme, le loup-garou, et donc bon, des choses plus ou moins métaphoriques, hein, évidemment, mais avec en dynamique sous-jacente finalement l'idée que cette population locale, elle est fondamentalement autre et on ne peut fondamentalement pas s'y identifier. Donc finalement, le désert urbain, tel qu'il est construit dans les imaginaires, c'est avant tout la métaphore d'une désappropriation de l'espace. Donc c'est vraiment l'idée que ces espaces présentés comme des déserts, c'est des espaces qui sont présentés comme ne faisant pas l'objet de formes d'appropriation sociale qui seraient légitimes. Donc la population locale, soit elle est absente, soit elle est présentée comme fondamentalement autre, comme monstrueuse, et donc l'idée vraiment sous-jacente à ce discours, c'est qu'on a des espaces qui sont désappropriés, et ce, du coup, au mépris des formes d'appropriation réelles qui existent dans ces espaces et sur lesquels Florence va revenir dans quelques minutes.
Je voudrais évoquer une dernière chose dans cette première partie sur les représentations, c'est la question du ruin porn, dont vous avez peut-être entendu parler si vous vous intéressez un petit peu à ces questions de friches et de ruines et d'espaces abandonnés. Le ruin porn, c'est une expression qui s'est diffusée à Détroit à partir de la fin des années 2000, début des années 2010, pour désigner un genre photographique qui est fondé sur le motif de l'abandon et qui mobilise une série de choix esthétiques qui renvoient aux caractéristiques que je viens d'évoquer. Donc un abandon massif, une atmosphère de désolation et surtout une absence d'être humain. Et donc ce ruin porn, c'est donc un corpus photographique qui a bénéficié d'une circulation numérique massive à partir du début des années 2010 et qui a beaucoup contribué à diffuser justement ces imaginaires de désert urbain et notamment dans le cas de Détroit. Donc je vous mets ici quelques exemples qui sont tirés de deux livres photos qui sont en général les principaux exemples qui sont mobilisés quand on parle de ruin porn à Détroit, donc les livres de Andrew Moore et de Yves Marchand et Romain Neffre. Bon, tous ces photographes, ces trois photographes ne reprenant pas du tout à leur compte la notion de ruin porn et contestant l'usage de cette notion pour qualifier leur travail, mais bon, ça c'est une autre question sur laquelle on n'a pas le temps de revenir aujourd'hui. Mais voilà, là l'idée c'est de vous montrer quelques images qui, pour les analystes de ce type de représentation photographique, sont caractéristiques de ce ruin porn qui est un facteur donc, de diffusion important de ces imaginaires de la ville fantôme et donc de construction de ces espaces en déclin comme des déserts dans les représentations collectives. Et donc, ce qui va nous intéresser maintenant dans un second temps, c'est le fait qu'en fait ces imaginaires, ils passent sous silence des formes d'appropriation qui sont réelles et qui sont vraiment fondamentales pour la compréhension de ces espaces, mais pour autant qui sont vraiment invisibilisés par ces discours sur la ville fantôme et sur les déserts urbains. Et donc je repasse la parole à Florence pour aborder ce point-là. Oui, donc l'idée dans cette partie, c'est de dépasser ces représentations qui sont un peu rapides des quartiers en déclin pour montrer que ce ne sont pas que le désert n'est pas vide et que donc ce n'est effectivement pas complètement un désert. Et on va essayer de décrypter les fonctionnements spécifiques à ces territoires. En fait, l'image même du désert, c'est une forme de naturalisation des phénomènes de déclin. Tout comme le désert se serait formé sous l'effet des conditions climatiques du milieu, ces quartiers se seraient vidés d'eux-mêmes, inéluctablement, de leurs habitants, de leurs activités. Et en fait, tout comme les travaux sur le désert classique montrent que la désertification est aussi le produit d'activités humaines, le déclin de ces quartiers s'explique aussi en grande partie par un ensemble de stratégies, de pratiques qui ont contribué à l'abandon sélectif de certains espaces plutôt que d'autres. Il y a tout d'abord des effets historiques dans cette fabrique du désert, des effets historiques d'un racisme et d'une discrimination raciale qui a conduit à un abandon sélectif des territoires qui sont en réalité aujourd'hui peuplés majoritairement de minorités ethniques et notamment aux États-Unis de ménages afro-américains. Le déclin de ces quartiers dans les villes américaines, il s'explique effectivement d'abord par la désindustrialisation, puis par la périurbanisation, avec le départ des classes moyennes blanches, qu'on va appeler le white flight, la fuite des blancs. Le départ en périphérie de ces classes moyennes va entraîner une chute de la demande de logement dans les centres et donc la multiplication des logements vacants autour des centres urbains à partir des années 60. Mais en réalité, ce mouvement de périurbanisation, il n'a déjà rien de naturel. C'est pas simplement un mouvement de population qui va suivre les grands cycles macroéconomiques, on suit les emplois, on se déplace. Il est déjà le produit d'un ensemble de stratégies, de politiques, puisque d'une part, la périurbanisation, elle est lourdement subventionnée par le gouvernement fédéral. On subventionne les autoroutes, on subventionne la construction neuve en périphérie, donc on encourage ce mouvement de départ en périphérie. Et plus encore, les ménages afro-américains se sont retrouvés piégés
dans des quartiers en déclin, sous l'effet de différentes pratiques discriminatoires, notamment des pratiques des professionnels de l'immobilier qui cherchaient à protéger les prix de l'immobilier en évitant la mixité raciale, avec l'idée que si des ménages afro-américains s'installaient dans les quartiers blancs, ça allait faire chuter les prix de l'immobilier. Et donc pour éviter cette mixité raciale, ils ont mis en œuvre différentes stratégies, dont ce qu'on appelle les restrictive covenants, des contrats restrictifs qui sont imposés par le promoteur au moment de la construction et qui visaient à interdire l'installation de familles noires dans certaines suburbs. Alors ça existe encore, hein. Aujourd'hui c'est plutôt interdiction des colocations, des animaux de compagnie ou de mener son activité professionnelle depuis chez soi. Mais à l'époque, certains de ces contrats comportaient des clauses discriminatoires, ce qui empêchait les ménages afro-américains donc, de quitter les centres qui étaient en train de décliner pour s'installer en périphérie. Un deuxième élément de ces pratiques discriminatoires, c'est ce qu'on appelle le redlining. Alors son autre nom, c'est le credit blacklisting, qui est peut-être plus explicite. Donc le fait de blacklister des gens pour l'accès au crédit. C'est-à-dire qu'en fait, les banques délimitaient des zones dans lesquelles il était plus ou moins risqué pour elles d'accorder des crédits. Et il se trouve que les zones les plus risquées, donc dans lesquelles elles n'accordaient pas de crédit, ou seulement sous des conditions très très défavorables, correspondaient en fait très très précisément au quartier afro-américain, au quartier où la population était majoritairement afro-américaine. Donc les foyers afro-américains n'ont pas pu accéder à la propriété, ou seulement dans les quartiers les moins désirables et sous des conditions désavantageuses avec des taux d'endettement extrêmement élevés, des conditions de crédit très défavorables. Et donc à Détroit, cette discrimination raciale à la fois dans l'accès à l'emploi et dans l'accès au logement a empêché les ménages afro-américains de suivre le capital, l'activité économique qui se déplaçait dans la périphérie. Ils se sont donc retrouvés piégés dans des quartiers qui étaient en train de décliner, de se vider de leur activité et de leur population. Et d'ailleurs, dans la plupart des territoires aujourd'hui en déclin, aujourd'hui en crise, pardon, ce déclin économique s'est accompagné d'un changement social. Typiquement à Gary dans l'Indiana, donc c'est en périphérie de Chicago, c'est là qu'a grandi Michael Jackson. À mesure que la population déclinait, la population devenait majoritairement afro-américaine. Et donc Gary a perdu à peu près, plus de 55% de sa population depuis 1960. Et la population noire représentait 20% de la population dans les années 30, plus de 50% dans les années 70 et 85% en 2010. 85% de la population de Gary est afro-américaine aujourd'hui. C'est typiquement un espace en crise comme ceux dont on vous a montré des photos. Donc il y a toutes ces pratiques économiques, discriminatoires qui ont contribué à renforcer le déclin de ces quartiers. Et puis, il y a aussi un ensemble de politiques publiques qui ont joué un rôle et qui jouent encore un rôle dans la mesure où c'est un peu la logique de faut-il arroser le désert? On n'a pas beaucoup d'eau, on ne va pas arroser là où ça ne pousse pas. Et donc, les politiques publiques sont guidées par cette idée que ce sont des déserts et que donc, dans la mesure où les fonds sont limités, notamment dans la période récente au contexte d'austérité budgétaire, on ne va pas dépenser de l'argent pour des espaces qui sont déserts, vides, morts, etc. Et ça s'inspire... Ah oui, j'ai oublié cette slide. C'est pas grave. Ça s'inspire de ce qu'on appelle la Neighborhood Life Cycle Theory, donc la théorie du cycle de vie urbain, qui défend l'idée que les villes fonctionnent comme des êtres vivants et vont croître et mourir, et les quartiers aussi. Que donc, nécessairement, les quartiers vont connaître des phases de croissance et des phases de déclin. Donc voilà, encore une perspective assez naturalisante de l'évolution de la ville. Cette théorie a un impact assez important puisqu'elle a guidé des politiques publiques, notamment d'abandon planifié, de rétrécissement planifié, plan shrinkage, comme dans le Bronx à partir des années 70, donc le quartier de New York du Bronx,
C'était l'idée que le quartier était en train de mourir, de se dépeupler, et que donc, dans un contexte de crise fiscale très intense de la ville de New York à ce moment-là, il fallait concentrer les ressources limitées sur les quartiers qui en valaient la peine, au sens où ça allait avoir un effet. Et donc, le rétrécissement planifié, ça a consisté à retirer tous les services publics du Bronx, donc pas de pompiers quand il y a un incendie, pas de police, pas de ramassage des ordures, etc., avec l'idée que ça allait encourager le dépeuplement de ce quartier qui allait mourir, et que donc on pouvait utiliser les fonds limités de la municipalité pour des quartiers qui n'étaient pas encore complètement morts. Et donc cet abandon sélectif a mené à une crise sociale et même sanitaire assez durable dans le quartier du Bronx, avec du coup un effet un peu de prophétie autoréalisatrice. À partir du moment où la politique, les pouvoirs publics décident que le quartier est en train de mourir, les politiques mises en œuvre accentuent ce déclin très rapidement, comme dans le cas du Bronx. Et ça s'appuie aussi sur la notion de urban blight, qui est une notion qui a été mobilisée dans le Housing Act de 1949 puis celui de 1954, donc dans la législation, qui permettait aux municipalités de désigner certains quartiers comme dégradés, blighted, et qui facilitait l'acquisition de terrains dans ces zones. Blight, initialement, ça vient de la botanique, c'est le mildiou. Donc, imaginez votre ville qui serait tachetée de taches de mildiou, donc de quartiers qui sont malades, comme la plante serait malade, et donc ça renforce cette idée que voilà, il y a des quartiers qu'il faut traiter, ou en l'occurrence pour les traiter, on va les abandonner, on va essayer d'accélérer le déclin pour pouvoir arriver à cette phase, vous vous souvenez, le cycle de vie, où ça va remonter. Et aujourd'hui encore, le manque de financement des municipalités américaines entraîne une intervention très sélective de l'action publique, puisque on ne peut pas tout financer. Et donc l'action de ces pouvoirs publics va se concentrer sur les quartiers jugés viables. Typiquement là, à Chicago, donc les points verts, ce sont les friches, orange, les taxes impayées depuis plus de 2 ans, donc propriétés abandonnées, et en rouge, les propriétés vacantes. Donc c'est un peu le croisement des trois permet de donner une approximation des quartiers en crise, avec beaucoup de propriétés abandonnées. Et entouré de noir, vous avez les quartiers où la banque foncière, qui a donc été créée pour récupérer les terrains et relancer la croissance, voilà les quartiers où elle se concentre. Donc vous voyez qu'elle évite soigneusement les zones où il y a le plus de propriétés dégradées. Alors c'est un peu contre-intuitif, on se dit pourquoi ne pas intervenir là où il y a le plus de besoins, parce que c'est l'idée, et qui est exprimée dans la citation d'une représentante de la municipalité à Houston, où il y a la même logique. You sort of have to water the plant that's going to live. Il faut arroser la plante qui va survivre. Celle qui est déjà en train de mourir, eh ben tant pis. Donc finalement, on laisse le désert avancer là où on estime que les plantes ne vont pas survivre. Et pourtant, ces quartiers ne sont pas si déserts que ça. Ils sont non seulement habités, et entretenus dans une certaine mesure par ceux qui les habitent, je vais y revenir, mais ils font même l'objet de stratégies d'investissement. Donc derrière le vide, on a des espaces qui sont certes dépeuplés, mais qui sont en réalité habités par des minorités ethniques, des classes populaires. Donc les désigner comme vides, ça revient aussi à invisibiliser ces populations, on y reviendra dans la dernière partie. Et donc, qui habite ces quartiers? Des minorités ethniques. Qu'est-ce qu'elles y font? Elles prennent en charge les propriétés vacantes abandonnées pour pallier une action publique défaillante ou l'action défaillante du marché. C'est ce qu'on appelle le do-it-yourself urbanism. Donc do-it-yourself, DIY, c'est le bricolage, mais surtout le terme anglais est très parlant, hein, faites-le vous-même, do-it-yourself. Donc l'urbanisme de bricolage, c'est quand ces habitants
assurent la sécurisation des maisons vacantes, ils s'occupent de tondre la pelouse pour éviter que ça prenne des proportions trop importantes, ils vont peindre, ici comme sur la photo que vous avez en bas, à Chicago, en fait vous avez du contreplaqué sur les fenêtres qui est peint. Donc, vous voyez peut-être la différence entre les vraies vitres, où il y a un reflet, et les fenêtres qui sont en fait peintes en noir avec un cadre blanc, pour donner l'illusion que la maison est occupée et qu'elle n'est pas vacante, puisque le contreplaqué à vif signale trop ouvertement la fermeture, le déclin, la crise. Et d'ailleurs, c'est cette citation d'une habitante que je vous ai mis, en disant « Si nous pouvons créer l'illusion que quelqu'un se soucie de ce bâtiment, en gardant le porche balayé, l'herbe coupée, etc., vous créez l'illusion que quelqu'un fait attention. Ce que vous faites, c'est repousser l'activité négative à cet endroit et c'est utile pour tout le monde. » Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'une illusion, hein. Il y a effectivement quelqu'un qui fait attention, puisqu'il y a quelqu'un qui peint, etc. Mais l'important, c'est de donner l'image que tout va bien, puisque derrière, il y a aussi la théorie de la vitre brisée, qui postule qu'à partir d'un moment où un quartier donne des signes de faiblesse, ça va entraîner de fil en aiguille tout un tas d'activités criminelles, puisque les gens vont se dire il n'y a personne qui se soucie de ce quartier, personne qui l'entretient, donc c'est open bar, on peut aller se servir dans les maisons vacantes, squatter, etc. Donc il y a aussi l'idée que ça maintient le quartier d'une certaine façon, et ça évite de précipiter son déclin. Donc Kimberly Kinder a écrit un ouvrage DIY Detroit où elle explore toutes ces pratiques qui ont été mises en œuvre à Détroit pour la gestion des terres et pour gouverner de façon communautaire, d'une certaine façon, collective, la ville dans un contexte de retrait du marché d'une part et de vide de l'État qui n'assure plus les services de base. Donc voilà, des exemples de cet urbanisme bricolé à Détroit, c'est toute une série de tactiques qui visent à empêcher le vandalisme, par exemple. Donc, déguiser les bâtiments vacants, alors bon, là, peindre les fenêtres, ça reste visible, mais à Détroit, les riverains ont installé des rideaux aux fenêtres des maisons vacantes, par exemple, pour donner l'illusion de l'extérieur qu'elles sont habitées. Réparer les vitres brisées, etc. Tailler les arbres, par exemple. Donc tout ça, ça vise à empêcher l'installation d'activités criminelles. Donc en fait, à préserver pour ceux qui restent un cadre de vie supportable. Deuxième série de tactiques, c'est de compenser l'insuffisance des services publics. Puisqu'il n'y a plus de ramassage des ordures ou d'entretien des espaces publics, et ce sont les riverains qui vont tondre le gazon dans les parcs publics, par exemple, qui vont pelleter les trottoirs devant les bâtiments publics, qui vont nettoyer les ordures ou construire des parcs communautaires, donc des parcs publics, sur des terrains abandonnés, afin donc d'avoir des rues praticables et des espaces fréquentables. Et dernier élément, c'est donner, ou plutôt s'entraider, renforcer le sentiment de sécurité en surveillant la rue, par exemple en allumant les lampes des porches pour écarter les rôdeurs, etc. Et ça peut aller jusqu'à des pratiques d'annexion de facto. À Chicago, par exemple, vous avez des cas où il y a un terrain vague à côté d'une maison et l'habitant de la maison va installer une clôture en dur autour de ce terrain vague et se l'approprier, l'annexer de facto. Mais en même temps, ce sont des pratiques précaires puisque justement ces riverains ne sont pas propriétaires des terrains ou des ruines dont ils s'occupent. Donc non seulement leur action est illégale, ils peuvent être accusés de trespassing, de violation de propriété privée, mais aussi c'est une action qui est précaire si par exemple la propriété est vendue
eh bien leur activité peut être réduite à néant. Il y a des cas comme ça à Chicago de jardins communautaires qui avaient été installés spontanément sur des friches, et quand la friche a été vendue par un investisseur, le jardin a été rasé. Donc c'est une action qui reste précaire, et pour trouver des moyens de sécuriser les droits de propriété, il y a des systèmes de coopératives où il y a de la solidarité communautaire. Typiquement, à Chicago, les hispaniques se mettent ensemble, ont un système d'épargne collective communautaire et vont acheter ensemble des maisons à plusieurs familles parce qu'ils n'ont pas accès au crédit, et donc ils ne vont pas faire de prêt, ils vont épargner ensemble et acheter une maison et la rénover eux-mêmes sans faire appel à des professionnels. Donc voilà, c'est un ensemble de stratégies qui permettent de contourner les difficultés d'accès à la propriété et qui participent à l'entretien, voire à la revitalisation de ces quartiers. Et derrière l'apparente inertie de ce paysage, donc c'est pas forcément très visible que ces maisons sont entretenues parce que ça reste des territoires en crise. Mais finalement, derrière ces paysages de ruines, de déserts, non seulement ils sont habités et occupés, mais ils sont investis par du capital, dans le sens où si on regarde les transactions, on se rend compte que les propriétaires n'ont pas véritablement déserté les lieux et que donc ce ne sont pas véritablement des espaces abandonnés. Alors, pour ça, il faut d'abord que je vous parle de la crise des subprimes. C'est pas le seul facteur, mais c'est un élément important pour comprendre la crise actuelle. En France, on a l'image d'une crise qui a surtout touché les suburbs de Floride, de Californie, du fait de films comme The Big Short. Mais en réalité, les quartiers défavorisés des centres-villes, les quartiers afro-américains du péricentre, ont été particulièrement touchés parce que c'est là donc que vivent les minorités ethniques et les ménages les moins solvables qui ont particulièrement eu recours aux prêts subprimes. Les prêts subprimes, ça a pu être qualifié de redlining à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de ne pas leur accorder de prêts, ils étaient ciblés pour des prêts toxiques. Donc, ces populations ont été particulièrement ciblées par les prêteurs subprimes. Donc, on a un endettement très important de populations fragiles économiquement, qui ont toute leur richesse dans leur maison et qui ont peu d'économie, dans des quartiers peu attractifs, où les prix de l'immobilier ont été gonflés artificiellement par la bulle immobilière. Donc au moment de la crise, on a des vagues massives de saisies dans ces quartiers. Les propriétaires précaires abandonnent leur maison dès lors qu'on leur notifie que la maison, qu'ils sont en défaut de paiement et que la maison risque d'être saisie, ils abandonnent la maison. Et donc ces maisons deviennent des propriétés zombies, au sens où le propriétaire est introuvable. Mais il est toujours propriétaire. Et en fait, on a un ensemble, on a une espèce de vide juridique autour de ces propriétés, ou un flou juridique plutôt, puisque donc, le propriétaire qui est en instance de saisie a abandonné sa maison pensant qu'il était dépossédé, et en réalité, tant que la procédure n'est pas terminée, il reste propriétaire. Et donc, on a toutes ces maisons qui ont été abandonnées par leurs propriétaires, qui sont donc enfin, où il ne reste plus que la banque, mais qui n'est pas encore propriétaire et qui n'a pas l'intention de le devenir parce que la maison est restée vacante pendant 1 an et qu'elle ne vaut plus grand-chose. Et donc, dans cette situation d'entre-deux, ces propriétés sont appelées zombies. Et donc, la procédure en question, elle peut être très longue. En Illinois, c'était 22 mois en moyenne, donc quasiment 2 ans. Entre la notification de la saisie et la saisie effective, donc le transfert à la banque. Et donc pendant toute cette période, ces maisons restent vacantes. Donc, vous allez me dire, ce sont effectivement des propriétés abandonnées, elles n'appartiennent à personne d'identifiable, de trouvable, et pourtant, les registres de propriété montrent qu'il y a une activité de transfert du titre de propriété, notamment par les créanciers qui sont titulaires du prêt. Vous avez ici l'exemple d'une maison à Ford Heights, donc en périphérie de Chicago,
donc une maison achetée en 2006 par un particulier avec un prêt subprime. En 2008, le prêt a été transféré à une autre entité qui a acheté le prêt et c'est cette nouvelle entité qui a lancé le processus de saisie de la maison. Et ensuite, cette maison a été vendue en 2009, en 2010, en 2013 à différents investisseurs, enfin différentes sociétés d'investissement un peu partout dans le pays. Mais pendant tout ce temps, elle était vacante, elle a brûlé, bon, elle est restée comme ça. Et donc, en souterrain, de façon invisible, en réalité, ces propriétés ne sont pas vacantes, ce ne sont pas des déserts, elles ne sont pas abandonnées, elles sont vacantes, elles ne sont pas abandonnées. Ce ne sont pas des déserts du capital au sens où il n'y aurait plus du tout d'argent qui circule dans ces propriétés. Donc des espaces qui ne sont pas si vides que cela, mais dont l'image de désert peut favoriser l'appropriation par d'autres acteurs en invisibilisant certaines catégories de population. Donc là, maintenant, je voudrais revenir dans une troisième partie sur l'usage qui peut être fait de cette métaphore du désert, dont on a vu qu'elle ne rend pas compte du tout, en fait, des réalités d'appropriation des populations locales, pour servir des stratégies d'appropriation de ces espaces par d'autres acteurs. Et le premier point qu'on va aborder sur cette question, c'est le fait que ce discours sur le désert urbain, il contribue très largement à invisibiliser les inégalités sociales et raciales qui sont à la fois au fondement finalement de la production de ces espaces, comme l'a montré Florence, et qui sont aussi renforcées par le déclin de ces espaces-là. Donc je vais prendre l'exemple de Détroit. Détroit qui est une aire métropolitaine d'abord qui est racialement extrêmement ségrégée. Donc vous avez ici une carte et un graphique qui rend compte de cette ségrégation. Je pense que l'élément le plus immédiat, c'est vraiment la carte qui montre la répartition des populations par catégorie raciale et ethnique telle que définie par le recensement américain. Donc les points bleus, c'est la population afro-américaine et les points roses, c'est les populations blanches. Et là, on voit bien qu'on a un contraste extrêmement fort entre la ville-centre de Détroit, donc que vous voyez avec des limitations noires un petit peu plus épaisses que les autres, et les municipalités de banlieue qui, elles, sont très majoritairement blanches. Donc on a vraiment déjà une ségrégation raciale extrêmement importante entre la municipalité de Détroit d'un côté et les suburbs de l'autre. Cette ségrégation raciale, elle est associée également à des inégalités sociales importantes. Donc entre la municipalité de Détroit d'un côté et l'aire métropolitaine, on a des indicateurs, une série d'indicateurs sociaux et économiques qui sont extrêmement différents. Donc là, je vous en ai mis 3, mais on pourrait vraiment développer ça avec beaucoup d'indicateurs différents. Donc là, si on regarde le revenu médian des ménages, par exemple, il est 2 fois moins important à Détroit que dans l'aire métropolitaine. Le taux de chômage, à l'inverse, est plus de 2 fois plus important à Détroit que dans l'aire métropolitaine, et le taux de pauvreté est entre 2 et 3 fois plus important à Détroit que dans l'aire métropolitaine. Donc on a vraiment une dimension raciale et une dimension sociale qui sont très articulées l'une avec l'autre. Entre donc la municipalité et son aire métropolitaine, donc les banlieues blanches plus aisées, mais on a aussi des cartes qui ont sauté, du coup. On a aussi des inégalités raciales importantes à l'échelle même de la municipalité. C'est-à-dire que quand on regarde les indicateurs de ce type, donc du type de ceux que je viens de vous montrer, à l'échelle de la municipalité, on voit qu'on a des résultats très différents selon qu'on est dans les populations blanches ou dans les populations afro-américaines. Donc c'est la même chose, hein, les populations afro-américaines en général correspondent à des indicateurs qui rendent compte d'une plus grande vulnérabilité de cette population. Donc une population qui est moins qualifiée, qui a un taux de pauvreté plus important, un taux de chômage plus important, un revenu médian moins important, etc. etc.
Donc on a vraiment des espaces qui sont très marqués à plusieurs échelles par des inégalités sociales et raciales. Et du coup, le discours sur les déserts urbains, le fait de présenter ces espaces comme des déserts urbains, c'est aussi une manière de gommer ces inégalités, puisque c'est des espaces qui sont présentés comme étant non habités, non appropriés. La question des inégalités sociales et raciales qui se jouent dans ces espaces, elle est d'emblée écartée. Et donc il y a vraiment cette idée que l'appréhension de ces espaces comme des déserts, c'est un discours qui permet de dépolitiser le discours qui est porté sur la ville, sur la manière dont elle a été produite et sur la manière dont elle fonctionne. Donc là, je vous ai mis une citation de Dora Appel, qui est une chercheuse qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui a beaucoup travaillé justement sur les conséquences à la fois symboliques et concrètes de la représentation des espaces en déclin comme des déserts ou comme des villes fantômes ou comme des champs de ruines, qui explique que si les victimes du déclin urbain disparaissent, donc si la population locale disparaît, le discours sur ce qu'elle appelle le devenir ruine, mais donc sur ce discours sur le désert urbain, ça devient un discours sur l'architecture, sur le paysage et sur l'idée d'une reconquête inévitable de la ville par la nature. Et là, on retrouve ce que disait Florence sur le fait qu'on a une naturalisation de ce processus, comme si finalement il n'y avait pas d'autres possibilités que le déclin de ces quartiers, comme si ça n'était pas porté par des acteurs et des stratégies concertées d'une certaine façon. Et donc, là, Dora Appel s'intéresse beaucoup notamment aux ruines porn, donc ce genre photographique très centré sur l'abandon dont je vous ai parlé tout à l'heure, et elle explique que dans le cadre de ce ruine porn, la photographie qui ne se concentre que sur la beauté du délabrement détourne l'observateur des effets de ce délabrement sur les gens, et ça occulte la crise continue de la pauvreté et du chômage. Donc il y a vraiment l'idée que ce discours sur la ville fantôme, c'est une manière de ne pas traiter les questions d'inégalité sociale et raciale. Et donc là, on a vraiment l'enjeu de l'interprétation de la production de ces espaces, puisque dans le cadre de ce discours et du ruin porn notamment, on se concentre uniquement sur la dimension esthétique, architecturale de l'abandon, donc des bâtiments, et on laisse de côté vraiment la question critique des effets sociaux, raciaux et politiques sur les populations. De la même manière, les politiques de rétrécissement que Florence a évoqué tout à l'heure, donc le plan shrinkage ou le right sizing, c'est des politiques qui négligent également la population résidente, puisqu'on a l'idée que dans certains quartiers ciblés, on va retirer les services publics, on va démolir les maisons vacantes, et il y a un objectif finalement de verdissement de la ville qui est fondé sur l'idée que les populations, certes en déclin, enfin certes en décroissance numérique, qui sont encore dans ces quartiers, finalement comptent pour quantité négligeable et que leur forme d'appropriation existante ne justifie pas que l'on tente de sauver ces quartiers, entre guillemets, mais on peut quand même en prévoir le rétrécissement et en prévoir cet abandon planifié. Et donc, on a aussi dans cette politique une dimension sociale et raciale importante, puisqu'en général, les quartiers qui sont ciblés, c'est des quartiers habités par des populations pauvres et des populations qui sont largement afro-américaines. Et donc, on a ici un discours apparemment neutre qui vise à redéfinir un idéal urbain, avec l'idée qu'on va avoir une ville en décroissance, ou des quartiers en décroissance, mais plus verts, du coup. On va transformer ces quartiers en déclin en de vastes quartiers verts. Et en fait, ce discours, il sert la mise en place d'une ville qui est essentiellement blanche et néolibérale. Et il y a une dimension raciale qui est importante là-dedans. Le discours du désert urbain, sur le désert urbain, c'est en fait un discours qui peut aussi servir de matrice à la mise en place de politiques urbaines néocoloniales, au sens où on va avoir des politiques urbaines qui favorisent des classes moyennes et supérieures essentiellement blanches au détriment de populations locales déjà implantées, mais modestes en termes socio-économiques et très majoritairement afro-américaines. Donc
La construction discursive de ce désert urbain, ça favorise le développement de politiques de revitalisation qui sont sélectives sur un plan spatial, parce qu'on va définir des quartiers spécifiques pour la revitalisation et on va laisser de côté les quartiers les plus fragiles, mais c'est aussi sélectif sur un plan social et racial. Et pour cette idée, il y a une chercheuse qui est intéressante dans le cadre des trois, qui s'appelle Rebecca Kinney, et qui parle de white possessive, donc vraiment de discours de possession par les populations blanches. Et elle en parle spécifiquement à propos des campagnes de marketing touristique qui sont mises en place par la municipalité de Détroit et par ses partenaires privés dans le cadre de la promotion de la ville de Détroit. Et ce qu'elle montre, c'est que ce marketing touristique, il promeut essentiellement des quartiers très précis, qui sont les quartiers les plus à même d'être gentrifiés, donc de voir l'arrivée de populations progressivement plus aisées, avec un plus fort pouvoir d'achat. Et ces quartiers qui connaissent une gentrification naissante, cette gentrification, elle est très largement portée à la fois par des investisseurs blancs et aussi par des populations blanches dont les revenus et le niveau de vie moyen sont beaucoup plus importants que ceux des populations déjà existantes. Et là, on peut prendre l'exemple d'un quartier spécifique à Détroit, qui est le Greater Downtown de Detroit. Donc, c'est en gros le quartier central et les quelques quartiers adjacents qui forment donc le downtown, ce quartier avec le bâti assez vertical, les gratte-ciels, etc., qui sont vraiment ici le cœur de cette revitalisation et de cette gentrification de Détroit. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la composition de la population de ce quartier, donc là on a l'évolution à gauche entre 2000 et 2010 des catégories ethniques, raciales définies par le recensement, on voit que déjà dès l'année 2000, la proportion de population noire dans ce quartier est inférieure à la proportion de population noire dans l'ensemble de la municipalité, donc on est à 73% et on est à environ 85% à l'échelle de Détroit dans son ensemble. Et au fur et à mesure de l'évolution de ce quartier, la part de population noire baisse au profit de la part de population blanche. Donc au fur et à mesure que ce quartier est revalorisé, que les prix de l'immobilier augmentent, que l'activité économique revient, la part de population afro-américaine baisse et c'est la part de population blanche qui augmente. De la même manière, ce qu'on voit sur les graphiques de droite, c'est la proportion de personnes qui ont une qualification, un diplôme universitaire dans la population entre 25 et 34 ans. Et on voit bien que par rapport à l'ensemble de la municipalité de Détroit, on a une proportion beaucoup plus importante de personnes diplômées dans ce quartier du Greater Downtown par rapport à la population générale de Détroit. Donc une population de ce quartier qui est vraiment ciblée par la revitalisation urbaine, qui est d'un point de vue démographique extrêmement différente de la population générale de Détroit, plus blanche, plus qualifiée. Et si on prenait d'autres indicateurs plus directement liés aux revenus et au taux de chômage, on verrait que sur un plan économique, c'est aussi une population qui est beaucoup moins fragile. Cette question de l'appropriation sélective en fonction de la catégorie raciale, c'est quelque chose qu'on peut retrouver donc, dans beaucoup de travaux universitaires, mais qu'on peut aussi retrouver dans des œuvres de fiction qui parlent de Détroit. Je pense par exemple à un livre qui s'appelle « Il y a mieux à vivre » de Benjamin Markovitz et qui décrit justement les difficultés que rencontre un groupe de Blancs qui arrivent à Détroit, plein de bons sentiments, avec l'idée qu'ils vont contribuer au renouveau de la ville, et qui se trouvent tout démunis parce qu'en fait ils se rendent compte que dans cette ville qu'ils envisageaient comme un désert, eh ben, y a des populations afro-américaines qui habitent, qui ont des usages de la ville, qui ont des formes d'appropriation et qui ne sont pas spécialement ravis de les voir débarquer comme s'ils n'existaient pas. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que dans la fiction, il y a aussi vraiment cette manière de montrer ça qui est beaucoup plus incarnée que ce qu'on peut avoir parfois dans le discours universitaire, mais qui est aussi, à mon sens, très, très, très efficace. Donc,
Pour résumer tout ça, on a vraiment l'idée qu'on a une dimension racialement sélective de ces politiques de revitalisation urbaine et que ces politiques racialement sélectives, elles s'appuient de manière explicite sur la métaphore du désert. Et donc, cette minoration finalement des formes d'appropriation qui existent déjà, et notamment déployées par les populations afro-américaines, ça favorise aussi des stratégies d'appropriation prédatrice de la part d'acteurs qui sont autres que les acteurs de la population locale et sur lesquels Florence va revenir maintenant. Oui, donc c'est le dernier point de cette présentation. L'image du désert, elle permet l'appropriation de ces territoires. Cette invisibilisation de l'existant permet l'appropriation prédatrice des espaces urbains. Cette appropriation, elle est à la fois matérielle et symbolique. Pour ce qui est de l'appropriation matérielle, il y a en fait un double mouvement. D'une part, le déclin démographique économique va faciliter la pénétration des investisseurs extérieurs dans les marchés locaux, favoriser l'achat de ces propriétés. Et d'autre part, l'exploitation par ces investisseurs des quartiers va accentuer leur déclin. Donc, premier temps, le déclin favorise la pénétration des investisseurs parce que ce sont des logements qui ont perdu beaucoup de leur valeur, hein, qui sont très peu chers. Ils constituent un vivier de propriété à bas prix et donc il y a un véritable marché de la ruine organisé par des investisseurs spécialisés dans les quartiers dégradés. Et donc, ce sont des propriétés qui sont très rentables parce que très peu chères à l'achat. À la fois du fait de leurs caractéristiques, c'est souvent de l'habitat ouvrier, ancien, en bois, donc avec le climat de Chicago ou d'Houston, vous imaginez bien que c'est pas du bâti très solide. C'est localisé dans des quartiers peu attractifs. Donc voilà, l'ensemble des caractéristiques propres à ces biens immobiliers expliquent déjà leur prix modique, mais ça s'explique aussi par la précarité de leurs propriétaires. En fait, les investisseurs vont profiter de cette vulnérabilité des propriétaires pour pouvoir acheter à bas prix. Ils vont acheter des maisons saisies directement à des banques, ils vont acheter des maisons dans des ventes aux enchères, c'est la photo de gauche, des ventes aux enchères pour taxes impayées. Donc le comté vend aux enchères toutes les propriétés pour lesquelles les taxes sont restées impayées. Et donc vous pouvez acheter une maison pour le prix de la dette. Donc si, je sais pas, il y a 5 000 $ de dette de taxes, bah, pour 5 000 $ vous pouvez acheter une parcelle ou une maison. Ou encore, donc ces investisseurs vont négocier directement avec les particuliers qui sont des propriétaires, ils vont négocier avec des particuliers au moment où ils sont vulnérables, c'est-à-dire quand ils sont menacés de saisie par exemple. Il y a ce qu'on appelle la short sale, c'est-à-dire quand vous êtes menacé de saisie, vous pouvez vendre votre maison dans le cadre d'une short sale pour le montant de la dette que vous avez auprès de la banque, et ça permet donc de transférer le titre de propriété et de vous éviter la saisie. Mais donc c'est des propriétaires qui se retrouvent dans des situations très précaires, et les investisseurs vont aussi profiter de cette situation pour pouvoir faire baisser les prix. Donc là vous avez un exemple d'une affiche qui était scotchée sur une maison vacante à Chicago, disant voilà, je veux acheter votre maison cette semaine en cash, as is condition, donc en l'état, ok, appelez-moi aussi vite que possible. Vous avez aussi des investisseurs qui expliquent dans des formations sur l'immobilier bas de gamme comment négocier avec les propriétaires en faisant pression, en faisant la liste de leurs crédits, en essayant de regarder l'état de la maison et de leur faire valoir qu'ils n'arriveront jamais à la vendre sur le marché normal. Donc voilà, il y a tout cet ensemble à la fois les caractéristiques des biens et le fait que les propriétaires sont vulnérables facilite la pénétration des investisseurs dans ces marchés dégradés. Et à l'inverse, donc, l'exploitation prédatrice de ces quartiers va accentuer le déclin. Oui, ça c'est aussi un exemple de stratégie justement d'achat. Un investisseur qui a acheté des propriétés à des ventes aux enchères, donc selon les opportunités, et qui lui donc un terrain vague sur lequel il vend des radiateurs, des chauffe-eau, des chaudières qu'il
qui achète des propriétés, récupère tout ce qu'il peut vendre et les vend. Et donc cet exemple d'une maison qui était vacante et au printemps, il avait acheté la propriété comme bâtiment vacant, puis il avait juste enlevé le contreplaqué et mis ses gens dedans. Donc c'est un exemple de cette exploitation prédatrice qui va accentuer le déclin, puisque donc ces propriétés, pour faire de l'argent avec quelque chose qui ne vaut pas grand-chose, vous avez deux solutions. Attendre que ça se valorise, ce qui est peu probable, ou trouver d'autres moyens de faire de l'argent. Donc, première possibilité, les marchands de sommeil, donc la mise en location de ces maisons très dégradées. Ça, c'en est un exemple, hein. C'est un bâtiment qui était vacant, donc condamné par la ville, avec un arrêté du juge qui interdit l'occupation, mais il a simplement enlevé le contreplaqué et loué à un ménage, puisque à Chicago, la crise du logement fait qu'il y a très peu de logements accessibles, donc les ménages pauvres sont obligés d'avoir recours à ce type de logement. Et donc, deuxième option pour faire de l'argent avec quelque chose qui vaut rien, il faut l'acheter pas très cher, ça c'est bon, et limiter les dépenses. Donc, pour ce faire, limiter les dépenses, ça veut dire surtout pas d'entretien, parce que ça coûte trop cher, et éventuellement, si on peut éviter de payer les impôts qui vont avec, c'est mieux, comme ça ne coûte rien. Et donc, vous avez le cas ici, donc la colonne de droite, c'est les arriérés d'impôts pour chacune des propriétés de cet investisseur. Donc, en cumulé, ça fait 200 000 $. Et donc, ces propriétés ne sont pas entretenues, les impôts ne sont pas payés, donc ne renflouent pas le budget des municipalités. Donc ça accentue encore le déclin de ces quartiers. Et finalement, dans ce type de quartier, les propriétaires occupants sont progressivement remplacés par des sociétés, des investisseurs extérieurs, ou par la municipalité, mais qui cherchent à s'en débarrasser. C'est le cas sur cette frise chronologique d'un bloc, donc d'un pâté de maison dans le quartier des abattoirs de Chicago, enfin l'ancien quartier des abattoirs, entre 1985 et 2019. Vous voyez qu'en vert, c'est donc un propriétaire individuel, donc souvent occupant, même si on n'a pas l'information là. En violet, donc des sociétés, investisseurs privés et sociétés. En orange, la municipalité, propriété publique. Et puis en jaune et bleu sont les accidents de parcours, donc les saisies, saisies pour prêts défaillants en jaune et vente aux enchères pour taxes impayées en bleu. Et donc vous voyez que progressivement, en fait, ce pâté de maison entre 1985 et 2019, il est de plus en plus possédé par des sociétés et des propriétés publiques, parce que quand la municipalité démolit, ensuite elle récupère la propriété en remboursement des frais engagés. Alors vous allez me dire, puisque ces maisons étaient vacantes, abandonnées, désertes, autant que quelqu'un s'en occupe. Après tout, si c'est une société, c'est pas plus mal. C'est toujours mieux que rien. Mais justement, ces maisons n'étaient pas forcément abandonnées, dans le sens où, quand elles ont été achetées directement à leur propriétaire par un investisseur, c'est souvent à très bas prix, voire en dessous du prix du marché, et parce que le propriétaire était dans une situation économique difficile. Quand elles ont été vendues aux enchères, elles étaient parfois encore occupées. Il y a une étude sur Détroit qui montre qu'en 2012, il y a à peu près 40% des maisons qui étaient vendues aux enchères qui étaient en fait occupées par leur propriétaire. Simplement, le propriétaire n'avait pas les moyens de payer les impôts, ou il y avait des problèmes de succession, enfin différentes explications. Mais donc c'était des maisons qui étaient occupées, donc relativement entretenues. Et dernière chose, les acheteurs, ces sociétés, ces investisseurs, ne s'en occupent pas plus. Finalement, c'est comme s'il n'y avait pas de propriétaire, dans le sens où ils n'assument pas leur fonction de propriétaire, ils ne réalisent pas l'entretien, et souvent, ils ne payent même pas l'impôt. Donc c'est comme si ces propriétés étaient effectivement abandonnées, alors qu'elles ne l'étaient même pas avant. Et donc à cette appropriation matérielle des ruines et des friches, cette appropriation se double d'une appropriation symbolique des quartiers en déclin par le tourisme. Donc ouais, moi je vais plutôt me concentrer sur la dimension symbolique à partir d'un exemple très concret qui est tiré du travail que j'ai réalisé dans le cadre de ma thèse.
sur l'exploitation touristique des lieux dits abandonnés. Donc, dans ma thèse, j'analyse ces exploitations touristiques, j'appelle ça le tourisme de l'abandon. Pour moi, le tourisme de l'abandon, c'est l'exploitation touristique de ces lieux abandonnés, donc des friches de différentes natures. Alors en général, c'est pas des maisons individuelles, hein, ça va être des friches d'usines, d'écoles, d'églises, mais des bâtiments collectifs qui au départ avaient un usage collectif et pas individuel. Et ce tourisme, il se fonde sur la valorisation précisément de l'abandon des lieux. Et il est justement très inspiré par le ruin porn, et donc par l'idée que ces lieux abandonnés sont dépréciés sur toute une série dans toute une série de domaines, mais qu'en revanche, sur le plan esthétique, c'est des lieux qui sont intéressants. Et donc, ce tourisme se fonde sur cette idée-là, et il s'inspire également de la pratique de l'exploration urbaine, donc vous avez peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle aussi urbex, et qui est une pratique qui consiste tout simplement à explorer souvent de manière illégale des lieux abandonnés, donc c'est une pratique de loisirs, et qui se double souvent aussi d'une pratique photographique, donc là aussi la dimension esthétique est importante. Dans le cas de Détroit, il y avait un prestataire important pour ce type de tourisme, parce que c'est quand même un tourisme de niche, hein, donc c'est pas un tourisme pour lequel on a une multitude de prestataires. Donc là, il y avait un prestataire significatif dans cette ville, qui est l'entreprise Motor City Photography Workshop, et qui proposait donc de 2011 à 2019, donc vous voyez sur un pas de temps assez court finalement, pendant 8 ans, des visites guidées qu'il a d'abord appelées Detroit Urbex Tours, donc avec une référence très claire, très explicite à cette activité de l'exploration urbaine ou urbex, et qu'il a ensuite appelé à partir de 2018 Explore Detroit Tours, donc en donnant une envergure un petit peu plus grande à ces visites, donc avec l'idée que par les lieux abandonnés, on allait pouvoir explorer Détroit. Je dis quelques mots sur l'organisation de ces visites. Pour participer à ces visites, déjà il fallait se délester de $70, ce qui n'est quand même pas à la portée de toutes les bourses. C'était des visites qui duraient 4 à 5 heures, donc des visites assez longues qui duraient une grosse demi-journée. Et l'idée c'était de se donner rendez-vous à un endroit précis de la ville. À partir de là, tout le monde montait dans le minibus qui était conduit par le guide de cette entreprise. Et on avait ensuite un parcours dans la ville avec entre 3 et 5 arrêts dans des lieux abandonnés. Ces arrêts duraient une demi-heure, 45 minutes pour laisser les gens explorer et prendre des photos. Ce qui est intéressant ici, c'est le côté touriste et le côté prestataire. Mais je vais surtout m'intéresser au côté prestataire. Donc pour le côté touriste, très rapidement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des motivations qui sont des motivations très largement esthétiques. Ce qui intéresse les gens, c'était la dimension sensible, la dimension esthétique, la dimension expérientielle aussi. C'était l'expérience d'être dans des lieux abandonnés, et puis pas n'importe lesquels, dans les lieux abandonnés de Détroit, ce qui était souvent perçu comme quelque chose de très particulier pour ces personnes qui étaient extérieures à Détroit, donc qui avaient l'impression de prendre beaucoup de risques, et en même temps des risques qui étaient quand même assez encadrés. Donc il y avait vraiment cette dimension d'expérience qui était importante, et même si souvent les gens revendiquaient un intérêt pour l'histoire de la ville, finalement, dans leur pratique, dans leur discours et dans la manière dont ils recevaient le discours du guide, on voyait bien que ce qui les intéressait, c'était quand même d'abord cette dimension d'expérience et cette dimension esthétique. Et du côté du prestataire, d'abord je vous montre quelques photos. Donc ici, on est dans une église abandonnée de Détroit dans le cadre de ces visites guidées en 2018. Donc vous voyez que les gens déambulent un petit peu dans l'église, et puis il y a pas mal de gens qui prennent des photos. Ici, c'était l'année précédente, toujours dans le cadre de ces visites. Donc vous voyez ces maisons qu'on a déjà vues à plusieurs reprises au cours de cette intervention, notamment pour parler des modalités de production justement de ces paysages. Bah là, ces maisons deviennent finalement des attractions touristiques. On vient voir ces lieux abandonnés, on regarde, on prend des photos, mais on n'a pas forcément conscience de ce qu'il y a derrière comme inégalité sociale, raciale et comme stratégie d'appropriation du type de celle que Florence vient de décrire. Et puis aussi quelques photos pour vous montrer justement cette dimension esthétique. Une bonne partie de l'activité de ces gens pendant les visites, c'était de se rouler par terre pour essayer de prendre des photos des objets qui s'y trouvaient. Évidemment, il ne s'agit pas
d'incriminer ou d'incriminer les individus en tant que tels, c'est vraiment pour montrer un petit peu le type d'approche qui prévaut dans ces visites et du coup ce qui est compris en fait de ces lieux abandonnés de la part de ces visiteurs. Évidemment, ils ne viennent pas avec l'idée explicite d'en avoir rien à cirer de ce qui s'est passé pour la production de ces lieux, mais finalement, dans le cadre de cette visite, c'est pas ça qui compte, c'est vraiment la dimension esthétique et expérientielle. J'en reste ici pour les visiteurs. Ce qui va m'intéresser ici davantage, c'est le côté du prestataire, puisque le prestataire, ce qui était particulièrement intéressant, c'est cet aspect, cette dimension de trajet, et je vais essayer de raccourcir un petit peu parce que je suis déjà un petit peu en retard. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait des explorations de lieux, mais entre ces lieux, il y avait un trajet en minibus dans la ville, du coup dans différents quartiers de la ville, et qu'au cours de ce trajet, le prestataire ne restait pas muet, mais proposait un discours sur la ville, sur son histoire et sur ses caractéristiques. Ce qui était très intéressant, c'est que ce prestataire avait un discours qui mobilisait très nettement deux registres. Un premier registre très positivement connoté pour parler des quartiers touchés par la revitalisation. Et donc là, c'était positivement connoté, mais c'était spatialement très circonscrit. Donc il précisait bien le nom des quartiers, ces quartiers étaient vraiment délimités, nommés, identifiés. C'était un discours très positif, essentiellement parce que, selon le guide, ces quartiers présentaient des opportunités d'investissement, donc des investissements dont on peut supposer que c'est des investissements en partie du type de ceux que Florence a présenté, donc des investissements totalement indifférents au type d'appropriation qui existait. Et on avait, par opposition à ce discours positif, un discours beaucoup plus négatif sur ce que le guide appelait « the real Detroit », donc le vrai Détroit. Le vrai Détroit étant pour lui une espèce de vaste espace indifférencié, constitué de criminels, de personnes ne sachant pas respecter le code de la route et de personnes se baladant toute la journée avec des pistolets. Donc c'était vraiment quelque chose de très tranché, un discours très tranché entre d'un côté des espaces qui sont circonscrits, précisément nommés, identifiés et considérés comme positifs parce que en voie de redéveloppement et présentant des opportunités d'investissement, et de l'autre des espaces qui étaient beaucoup moins clairement délimités et qui étaient vraiment envisagés sous l'angle de la criminalité, de la pauvreté, mais sans jamais que ne soient expliquées ces caractéristiques de l'espace, qui étaient déjà présentées de manière assez caricaturale, puisque ces quartiers en déclin de Détroit ne se limitent pas à la pauvreté et à la criminalité, mais on avait vraiment un discours extrêmement manichéen qui opposait les deux, mais sans expliquer ce qu'il y avait comme dynamique sociale et raciale derrière. Et pour essayer de rendre compte de ça, j'avais réalisé une carte dans le cadre de ma thèse pour montrer les espaces qui étaient traversés et commentés dans le cadre de ces visites. Donc ici, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les petits ronds verts qui correspondent aux espaces présentés comme positifs, enfin positivement connotés dans le discours du guide, et les ronds oranges qui correspondent aux espaces présentés comme négatifs dans le discours du guide. Et on voit une opposition entre des espaces plutôt centraux qui se situent soit dans le Greater Downtown ou dans le Jefferson Corridor, donc qui sont des espaces en voie de revitalisation, et des espaces négatifs qui sont plutôt dans les quartiers extérieurs de Détroit, donc ces quartiers extérieurs présentés comme de vraies zones de non-droit. Et dernière petite remarque là-dessus, ce qui était également intéressant dans ce discours, donc finalement qui opposait des espaces de non-droit présentés comme des déserts urbains et les quelques zones concernées par la revitalisation, c'est que ce discours était vraiment associé à une opposition morale presque entre bon et mauvais. C'était pas juste revitalisation, déclin, c'était vraiment une association entre good et bad, et l'idée était vraiment que étaient moralement, positivement connotés les quartiers en phase de revitalisation et négativement connotés les quartiers en déclin. Donc il y avait vraiment une forme de géographie morale quasiment qui se superposait à cette géographie du déclin et de la croissance. Et
tout ce discours, du coup, était vraiment fait sans aucune explication sur les modalités de production de ces espaces, et notamment sur l'aspect absolument essentiel pour comprendre ces espaces, qui est la discrimination raciale. Et ça, c'est quelque chose que le guide assumait complètement, en disant cette discrimination raciale, c'est un sujet sensible à Détroit, et du point de vue du business, c'est pas une bonne chose d'aborder ce type de sujet sensible, ça peut créer des remous, et donc je préfère ne pas l'aborder. À cet argument purement commercial s'ajoutait un argument qui n'était pas présenté comme ça parce que le guide n'en avait pas vraiment conscience, mais c'est une deuxième raison, du coup, c'est que le guide avait une très faible conscience en fait de ces enjeux raciaux, et donc il avait vraiment une connaissance sur les lieux abandonnés, mais qui était totalement coupée d'une contextualisation historique, politique et sociale. Je m'arrête là parce qu'il ne restera plus beaucoup de temps pour les questions sinon. Et donc, pour conclure très rapidement cette présentation, ce qu'on espère vous avoir montré, c'est que ces déserts urbains, finalement, c'est une fiction. C'est des choses c'est des espaces qui sont construits dans les imaginaires en tant que déserts, et qu'on a finalement un fort contraste entre le contenu de cette image du désert qui renvoie à une absence d'appropriation, à une forme de vide, et entre ça et les stratégies d'appropriation que ça cache. Parce que justement, ce à quoi sert cette métaphore du désert, c'est à mettre en œuvre des stratégies d'appropriation de ces espaces au détriment des appropriations qui existaient déjà. Et finalement, déclarer qu'un espace est vide, c'est le meilleur moyen de se l'approprier.